Bonjour à Fatou Koulibaly, bonjour à toute l'équipe, bonjour à vous téléspectateurs, bonjour à toutes les capitales connectées sur RTI2. Le mois de décembre est là et ce mois sera mis à profit en tout cas pour faire avancer l'afro-optimisme sur ce plateau. Et comme vous le savez ici, vous avez désormais la parole, ou on pourrait dire vous avez enfin la parole pour faire bouger les choses. Et comme le dit Ismaël Diop dans la réclame de départ, il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que les lignes bougent. Alors la semaine dernière, on était avec le président de l'AFECACI, l'association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, en la personne de M. Doumbia Khalifa. Il nous a permis de comprendre les lancers de l'activité des ferrailleurs ici en Côte d'Ivoire et aussi il nous a donné quelques pistes pour voir les perspectives qui sont liées à cette activité en Côte d'Ivoire. En tout cas, l'on salue tout le secteur informel africain, l'on encourage tous les travailleurs et aussi l'on est de cœur avec toutes ces personnes qui ont des projets qu'ils souhaitent faire aboutir, mais si ces projets rencontrent certaines difficultés, cette émission pourrait vous donner quelques clés. Et nos sachants sont toujours avec nous. Je commence par Ismaël Diop. Diop, ça va? Oui, bonjour, Ahmed. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous faites le week-end. Le week-end s'est bien passé? Oui, très bien. Décembre, ça commence bien ou ça commence avec un peu de stress? Bon, avec un peu de stress parce que les dates de notre festival approchent. Du coup, plus le festival des 18 montagnes, les masques, les danses traditionnelles, c'est à Mans. Oui, c'est à Mans. D'accord, un festival qui attend beaucoup de troupes de l'étranger. En plus de l'étranger, nous sommes aujourd'hui ouverts sur toute la Côte d'Ivoire. Nous voulons inviter toutes les régions de la Côte d'Ivoire à ce festival en termes de danse, conte et masques, vraiment pour promouvoir le patrimoine culturel ivoirien. Voilà. Celui qui est en face de vous pourrait vous intéresser parce qu'il est un chef traditionnel, Seydina Chérif Ahmed. Seydina, bonjour. Peut-on justifier cet accoutrement de ce lundi-là? Bien sûr, parce que comme on parle tout le temps de mondialisation, et Seydina a toujours dit que la mondialisation, c'est comme l'internalisation de quelque chose, et que ce qui est mondial, c'est la somme de ce qui est particulier. Donc l'Africain ne peut pas aller à la mondialisation en ignorant son identité. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de me mettre en costume qui est européen et ce qui est sur ma tête est vraiment africain, donc je suis mondialisé. En tout cas, c'est le sujet du jour, la mondialisation. Doit-on s'en méfier ou s'en réjouir? Alors, le 22-42-54 sera ouvert. Vous pourrez, en tout cas, de toutes les capitales, nous appeler pour nous donner votre opinion sur ce concept de mondialisation. En tout cas, les Africains sont divisés en la matière. Certains trouvent qu'avant d'y aller, il faut être une entité homogène. D'autres trouvent qu'il faut déjà se départir de son simple cocon de réflexion et d'évolution pour se mettre au service de l'univers seul. Et alors, aujourd'hui, on aura l'occasion de savoir où est-ce que la balance va plus descendre. Si ceux qui trouvent que la mondialisation est très importante pour l'Afrique et que l'Afrique aurait son mot à dire dans la mondialisation, si ces personnes ont un argumentaire soutenu, on le saura tout de suite. Ou si le contraire passe, madame, messieurs, on sera obligé de réfléchir dans le sens de ce contraire-là. Patrick Ndjakan est dans l'autre studio. Bonjour Patrick. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. J'avais oublié, Seydina, avec vous on ne parle pas de week-end. Non, avec moi, il n'y a pas de week-end parce que, comme je l'ai dit, le concept de week-end, c'est l'Africain travaille tous les jours. Justement, l'Africain travaille tous les jours parce que c'est en Afrique que le travail est constitutionnalisé. Parce qu'il y a l'article 7 du Koulkanfunga qui fait la promotion du travail. Donc, l'Africain, je n'ai pas dit que l'Africain est fait pour travailler et que l'Africain n'a pas de repos. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, entre guillemets, en retard, c'est que nous travaillons moins et nous nous reposons beaucoup plus. Donc, je demande à tout le monde de travailler plus et on va se reposer quand on aura peut-être 60 ans ou 50 ans. Là, la retraite sera bien méritée. Vous écrivez un livre là, donc on doit travailler beaucoup. On doit travailler beaucoup. Le continent a besoin d'être productif et Bien je sûr. pense que ça a besoin de la somme des compétences en matière de productivité. Voilà, Patrick, excusez-moi, je reviens à vous. Il n'y a pas de problème, c'est le chef africain, voilà, il faut lui donner tous les honneurs possibles. D'accord, on rappelle que vous êtes le relais de la toile ici. Vous avez 2 adresses désormais. On garde le contact sur Facebook et aussi sur Skype. Quand est-ce qu'on pourra voir les intervenants à travers Skype? C'est avant 2014 ou à partir de 2014? Je pense que 2014 serait l'année idéale pour permettre de découvrir les visages des intervenants sur Skype, bien sûr. Et ça se passera comment?
on tape l'adresse OGC Voilà, RTI2, Mhm. tout simplement minuscule, il faut insister là-dessus et vous aurez l'occasion d'appeler et d'intervenir à visage découvert. D'accord, on vous voit, surtout que vos ordinateurs et vos smartphones ont des caméras. Oui. Et ça sera très important pour interroger des grands écrivains, des grands penseurs africains qui ne sont pas sur le continent. Et ça va réduire les coûts des transports. On ne sera pas obligé de mettre des billets pour que voilà, un sachant s'exprime sur ce plateau-là. Alors, aujourd'hui, vous nous amenez dans quel pays, comme tous les lundis? J'ai vraiment peur de le dire, Mohamed, parce que Seydine, on va se fâcher. Mais il faut qu'ils comprennent que dans cette émission, nous sommes mondialistes, nous tournons dans le monde entier et nous suivons oui. l'actualité de près. Alors, nous allons tout de suite nous rendre en Ukraine. Par rapport à l'actualité, Mohamed. Voilà, un pays qui fait des vagues, hein, Qui fait qui a des fait des vagues. vagues ce week-end en raison de l'appartenance ou non à l'Union européenne. Et puisque nous parlons de mondialisation, c'est très important. Voici un pays qui a choisi d'être particulier dans une entité. Oui, Voilà. particulier dans une entité, c'est le thème parfait, sinon l'expression parfaite qu'il faut utiliser quand on parlera tout à l'heure de l'Ukraine. Alors, généralité sur ce pays. Il faut dire que l'Ukraine est un pays d'Europe de l'Est. Elle partage ses frontières terrestres avec 7 pays limitrophes. Nous avons au sud-est la Pologne, au sud-ouest, pardon, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie. Nous avons la Moldavie à l'est et au nord. Nous avons la Russie et pour terminer au nord, nous avons la Biélorussie. Voilà. Et par rapport à la Généralité. superficie, Oui. superficie, C'est un grand pays, Mohamed, un très grand pays. Il faut dire que l'Ukraine a comme superficie 603 700 km² avec la population qui compte 45 134 707 habitants. La capitale, c'est Kiev. Et bien sûr, la monnaie, c'est le hryvnia. Voilà, je prononce bien. C'est un peu dans la langue locale, moi, je prononce bien. Et la fête nationale est fixée pour le 24 août, et ce, depuis 1991. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas très longtemps que ce pays est indépendant. alors pour la monnaie, hein, c'est HRYVNIA. Donc ça donne. Voilà. Non, je me suis mis en sacrifice, Mohamed. Ne vous donnez pas du mal pour ça. D'accord, fête nationale 24 août de chaque année. Ouais. La population est répartie pas comme les autres populations, hein, parce Oui. que la répartition ne tient ni compte de la, De la nationalité, oui. ni compte également des langues maternelles. Ceci explique qu'il y a plusieurs nationalités qui se retrouvent sur le sol ukrainien. Et vous allez être étonné tout à l'heure parce que vous allez remarquer que 17% de la population russe se retrouve en Ukraine et 77% pour les Ukrainiens. Vous allez remarquer aussi que cette histoire est un peu controversée par rapport à son passé. Il y a eu beaucoup d'habitants sur ces terres et jusqu'à ce qu'elles connaissent l'indépendance, elle n'a pas chassé ceux qui étaient déjà sur le terrain, ce qui explique un métissage sur le territoire ukrainien. Voilà. L'Ukraine a une histoire avec la Russie, a un Oui. passé avec la Russie. Bien sûr, je pense que l'Ukraine faisait partie de URSS, oui, oui, voilà, l'Union soviétique. Voilà, l'Union soviétique. Et je pense qu'ils ont entre guillemets, subi beaucoup le communisme dur de la Russie. Donc, je pense qu'à partir de leur indépendance, je pense qu'ils veulent pleinement jouir de cette indépendance-là. Peut-être que c'est ce qui a fait de telle sorte qu'ils n'ont pas voulu tout de suite adhérer à l'Union européenne. Ils ont un mauvais souvenir des. Justement, des peut-être entités. que, puisque la Russie était un géant en rentrant dans l'Union européenne, et ils ne rentrent pas en tant que géant, ils rentrent en tant qu'une petite entité, même s'ils sont 45 millions, mais le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir culturel de l'Ukraine est faible par rapport à un pays comme la France ou bien un pays comme la Grande-Bretagne. Ils veulent Donc, savourer un tout petit peu leur justement, autonomie, leur dignité, leur indépendance. indépendance, ce qui est très important. Patrick, la ville, Kiev, la capitale, la ville la plus peuplée comme dans la majeure partie des pays. villes, Oui, oui. des pays en tout cas de l'Afrique. C'est Et exactement. pardon, du monde Pardon, entier. voilà, moi j'ai failli même dire Afrique de l'Est quand je commençais. Alors, moi, mais c'est important de préciser que depuis 1991, plus d'1 million d'Ukrainiens ont quitté le sol ukrainien pour se retrouver dans des destinations privilégiées comme les États-Unis, les pays développés. Voilà. En bref, voilà, ils sont plus d'1 million qui ont quitté leur terre. Ceci explique aussi que quelque part, ils ont voulu vivre leur liberté hors des frontières ukrainiennes. Parlons maintenant des villes. La capitale, c'est Kiev, qui est la plus grande ville avec 2 611 327 327 habitants. Ensuite, nous avons la ville de Kharkiv qui compte 1 470 902 habitants. Vient après la ville de Dnipropetrovsk, voilà, qui compte exactement 1 65 008 habitants. Ensuite vient la ville de Odessa qui compte exactement 1 29 049 habitants. Et pour terminer, la ville de Donetsk, que vous connaissez bien sûr dans le football, elle compte exactement 1 016 194 000 habitants. Vous remarquez que toutes les villes principales comptent de millions d'habitants, Mohamed, et c'est un grand pays. Ceci explique cela.
Une langue locale et aussi le russe sont les langues officielles. Hein. Oui, on expliquait tantôt que le russe occupe une grande partie du territoire, les Russes, pardon, les Ukrainiens pareillement. Mais je vais vous localiser précisément où chaque langue assure sa domination. Le russe domine dans la capitale, Kiev. Le russe domine dans le sud-est. Et surtout, la langue ukrainienne domine dans l'ouest du pays. Vous comprenez un peu la grande influence que la Russie a sur ce pays, mais ceci étant, les Ukrainiens ne perdent pas leur identité et surtout leur patrimoine. L'agriculture a une place importante dans l'économie de l'Ukraine. Hein. Oui, l'agriculture a une place importante. D'ailleurs, elle fait partie des terres les plus riches des Balkans, voilà, pour être plus précis. Et les Ukrainiens cultivent principalement les produits laitiers, le céréal, le sucre. Et d'ailleurs, ils font partie des pays qui contribuent fortement à l'équilibre économique, sinon agricole, du continent européen et précisément de l'Est européen. On garde le contact du lundi. Tous les lundis, un pays est décortiqué par Patrick Ndiaka. Aujourd'hui, l'Ukraine. En raison de l'actualité, les projecteurs sont orientés vers ce pays-là, dont la capitale est Kiev. La superficie 603 700 km², les populations 45 134 707 habitants. C'est énorme, hein, c'est un grand marché. C'est énorme, c'est grand. Et je pense que ce qui me plaît chez les Ukrainiens, ils ne font pas de bruit. Mais ils travaillent. C'est vrai, l'actualité nous a amené à voir certaines choses qui ne sont pas très intéressantes. Mais le pays travaille. Pourquoi, Mohamed? À cause. Oui. Éducation pour terminer, l'éducation et culture. Voilà, c'était pour expliquer ça. 99% d'alphabétisés, 99,7%. On frôle le 100% avec eux. Oui, on frôle les 100%. Et ils sont 7e au classement mondial de pays alphabétisés. 99,7%, ceci montre que le pays aspire grandement vers un développement durable. Nous avons terminé avec la culture. Il faut dire que la culture est principalement dominée par la littérature ukrainienne qui a commencé à avoir sa naissance depuis le 19e siècle. Mais il faut bien départir les choses parce que déjà, il y avait une différence entre les langues parlées et la langue écrite. Donc, ce qui était écrit n'était pas semblable à ce qui était parlé. Ce n'est que dans la fin du 19e siècle qu'un grand écrivain connu là-bas qui s'appelle Taras Shevchenko a véritablement valorisé la langue du peuple, c'est-à-dire la langue parlée qu'il a su retranscrire dans les écrits. Et ce qui a donné un certain succès depuis à la littérature ukrainienne. Merci beaucoup. Voici présenter l'Ukraine à Diop. Un mot, vous avez beaucoup souri. En fait, comme on va parler de la mondialisation, la fermeture des pays sur elle-même peut être dangereuse après, au fur et à mesure que les années avancent. Parce que non seulement quand tu te fermes, c'est vrai, tu pourras éduquer en interne, tu pourras créer des unités de production, mais après, ça sera un marché trop restreint par rapport à ta production. Donc, il faut aller vers les marchés extérieurs. C'est là que la mondialisation a sa place. Ah d'accord, ouais. Voilà. Lui déjà, on a une esquisse de réponse avec lui concernant la mondialisation, l'Afrique et la mondialisation. Madame, Messieurs, c'est le sujet du jour. On va continuer avec les brèves. Voilà, ce week-end, on a appris deux nouvelles douloureuses concernant la culture au plan mondial. Paul Walker, vous allez le voir sur votre petit écran, est un acteur célèbre, un acteur américain qui a perdu la vie à l'âge de 40 ans. Voilà, le voici. Il était l'une des vedettes de la série de films d'action Fast and Furious. Le décès est survenu le samedi, donc à 15h30 heure locale. C'était à bord d'une voiture en pleine vitesse et la voiture est rentrée dans un arbre. Et je pense que la voiture a été incendiée sur le coup et l'acteur et le copilote ont perdu la vue. Il s'agit des passants qui ont reconnu l'acteur, en tout cas après l'accident. Et je pense que comme aux États-Unis, tout le monde a au moins un téléphone portable qui arrive à filmer. Les alertes ont été données et je pense que les pompiers sont venus en retard. Alors, on va commencer par Seydina. Voici une nouvelle en tout cas qui a attristé toute la toile, toutes les chaînes et aussi tous les réseaux sociaux. Bien sûr, parce qu'en tant qu'humain et en tant qu'homme de culture, je pense que la disparition d'un acteur est vraiment très difficile pour nous les hommes de culture. Et puis encore, j'ai toujours dit que c'est à partir de la culture qu'un pays peut se développer. Alors, donc, les États-Unis ont démontré par A plus B que 80%, si on veut voir, hein, quand même, c'est 80% de la mainmise des Américains sur le monde entier était à partir de leur
cinéma. On parle de l'ère cinéma, les films d'action, les films militaires pour montrer les suprématies militaires, les films comédies, etc., etc. Donc, je suis pleinement touché. Par ça. On a quelques images de la voiture en fumée, si Fatou le permet. C'est le lieu aussi de rappeler aux uns aux autres que, en tout cas, même si on est en week-end, il faut faire attention. La route est dangereuse. Hein, lorsque on est à bord d'une voiture aussi puissante qu'une Porsche comme celle qu'il avait. C'est vrai que tous ces films, la plupart du temps, c'était des films avec des engins très, très en vitesse. Et il faut savoir qu'une voiture, ce n'est que une machine, donc on ne peut pas la maîtriser à 100%. C'est pourquoi il faut aller doucement et que Dieu protège tout le monde, tous ceux qui sont au volant actuellement. L'autre mauvaise nouvelle, Taboulé Rochero, voilà, le père de la rumba, quelqu'un qui a donné la piste à pas mal de grands noms de la musique congolaise, tels Billy Abel et bien d'autres. Hein. Ça n'est allé également ce même week-end-là. C'est la consternation, la tristesse et comme par hasard, Africa 24 donnait la parole à Werason le vendredi, qui le prenait comme une référence en matière de musique africaine. On commence par Seydina comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr. Bon, j'ai appris ça moi quand même avant d'arriver sur le plateau. Je pense que c'est une perte, hein, parce qu'en Afrique, quand quelqu'un dans le domaine culturel et dans le domaine traditionnel a eu quand même plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans dans quelque chose, devient comme une bibliothèque, comme un baobab. Donc la mort de cette personne-là est une perte immense, hein, sur le plan social et sur le plan culturel, même sur le plan économique. Donc c'est une grande perte aussi que l'Afrique vient d'enregistrer. Et nous, en tant qu'afro-optimistes, en tant qu'africanistes, bon, on ne peut que pleurer. Mais nous voulons dire que l'Afrique a assez pleuré. Et je demande à tout le monde de ne pas pleurer, hein, de poursuivre les œuvres que le doyen a laissées pour que ceux qui sont dans nos petits enfants puissent les connaître. Et c'est le lieu aussi de lancer un appel aux médias. Parce que généralement, les médias aussi, quand quelqu'un meurt, les médias l'aident à mourir aussi avec ses œuvres. Et c'est très rare qu'on revient sur les œuvres du passé. Donc on lance un appel aux médias de pouvoir aussi à tout moment faire des émissions si ces grandes pertes-là pour que l'histoire puisse être perpétuée, pour qu'on puisse les connaître. En tout cas, les chaînes commencent à donner une réponse à ça. Hein. RTI2 Rétrozik, c'est important. Et aussi, sur d'autres chaînes, on a des souvenirs en musique, hein, des programmes entiers qui font revivre les temps forts de la culture africaine. Patrick, un mot sur Taboulé Rochero, parce qu'il est le père de Youssoupha, le célèbre rappeur français d'origine congolaise. Oui, c'est exact. Youssoupha, un grand artiste français, qui est aussi un artiste de référence pour le continent africain, a perdu son père. Il faut dire que Taboulé Rochero a inspiré plus d'un, Mohamed. Comme vous l'avez dit tantôt, Werason le disait il n'y a pas très longtemps dans une interview, et je pense que c'est une grande perte pour le continent africain, mais heureusement qu'il a laissé un héritage dont on pourra s'inspirer pour créer encore de nouvelles choses. En tout cas, les artistes ne meurent pas du tout. Ouais. Bon, je pense qu'on doit créer un répertoire des anciens musiciens pour pouvoir enseigner les enfants dans les écoles de musique. Parce qu'on est arrivé à un certain niveau où il faut arrêter d'apprendre Mozart à l'école. Parce que Mozart, ça n'a aucune approche à notre culture africaine. Oui, mais pourtant, dans la mondialisation, ça peut servir. Vous qui êtes pro-mondialisation. Non, dans la mondialisation, c'est ce que je disais, il faut avoir des âmes venant de chez soi pour aller dans la mondialisation. On ne va pas, par exemple, dans un match, dans une Coupe du Monde de football, on ne va pas, excusez-moi, mais on ne va pas envoyer l'équipe de Denguélé contre l'équipe du Brésil. Donc il faut s'armer de toutes ces... Vous savez quoi contre Denguélé? C'est pour changer un peu nos voisins du Mans. On salue aussi nos gars de Djenné, tous ceux qui nous suivent des quatre coins de la Côte d'Ivoire, y compris aussi des quatre coins du continent africain. On va continuer avec les activités culturelles sur le continent. Voici une activité glamour de mode, hein, au même titre que Afrique Fashion ici en Côte d'Ivoire. Nous avons RM Glamour du côté du Bénin. Voici quelques modèles qui vous sont présentés. Nos amis des Océans
Acaju Communication organise cet événement chaque année et je pense que les modèles africains, ils sont valorisés. Seydina Rémi la tête. C'est comme ça que vous voulez les défiler ici en Afrique? Oui, parce qu'il faut reconnaître que sur le domaine culturel, les stylistes sont en avance sur les musiciens, etc. Hein. Moi, je le dis carrément parce que les stylistes africains, depuis Patéo, depuis Alfadi et autres, ont toujours quand même utilisé la matière africaine pour pouvoir essayer de créer aussi un truc qui peut être mondialisé. Voilà, donc c'est les musiciens qu'ils m'excusent, mais les stylistes quand même font un grand boulot. Il y a une je vais un peu défendre les musiciens. Il y a des grands musiciens qui sont professeurs dans les universités de musique, comme Cheikh Tidiane Sey, qui quand même donne des cours à Washington dans une grosse université de musique. C'est triste. Non, vous pouvez donner sa ligne sac ici. Parce que c'est le produit, non, c'est nos produits locaux qu'ils utilisent. En fait, Cheikh Tidiane Sey, c'est quelqu'un qui fait la promotion en fait, de la rythmique africaine. C'est l'un des plus grands jazzistes africains de cette époque-là. Bien sûr. Merci beaucoup. En tout cas, c'était le point des activités culturelles sur le continent et dans le monde. Successivement et dans l'ordre, la disparition tragique de l'acteur Paul Walker, également la disparition de Rochero Taboulé, sans oublier RM Glamour du côté de Cotonou au Bénin et aussi on va s'arrêter pour faire un flashback sur ce qui a été dit sur ce plateau parce qu'on se rapproche du sujet. Le lundi dernier, nous étions avec M. Khalifa Doumbia, le président de l'Association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Voici ce qui est sorti de notre plateau. L'anarchie est installée souvent parce qu'on est très sociable en Afrique. Parce que quand on regarde, moi je suis allé à la casse une ou deux fois, quand tu regardes très souvent les jeunes qui sont autour, soit c'est un jeune frère ou un jeune cousin qui ne sait pas quoi faire de sa vie, il vient se débrouiller, donc l'autre lui offre une opportunité. Oh, ça ne devait pas être ça. Ça ne devait pas être ça, ça devait être des gens qui sont sous contrat, qui quand même sont assurés, qui quand ils se lèvent le matin, ils savent qu'il n'est pas dans la précarité. En effet, les ferrailleurs sont très nombreux. Ça ne peut pas étonner qu'on a plusieurs organisations au sein de ce mouvement. Quand on va chez les transporteurs, vous avez près d'une centaine, plusieurs. Mais aujourd'hui, se trouve, on avait 32 au niveau de la ferraille. 30 se sont mis en festier, ils sont là et ne parlent pas. Et puis, il y a deux. Il y a donc le groupe qui l'a dit. Et puis, il y a Manstructure. On ne se gêne pas. Ça peut être quelque chose de très intéressant pour l'économie, l'activité des ferrailleurs. Les casses en Côte d'Ivoire, vous voyez que les véhicules. Mais en Côte d'Ivoire, la casse engendre beaucoup de choses. Même les sociétés industrielles ivoiriennes sont ravitaillées par nos ferrailleurs. Voilà, c'était le sujet concernant le secteur informel en Côte d'Ivoire. Est-ce un moteur ou un frein à la marche des pays africains en général vers l'émergence? En tout cas, la réponse est claire. Il faut compter avec ce secteur-là qui engorge plus de 70% des forces vives et qui donne des idées aux grandes structures pour faire de la production de masse et de la production en série. On est tous d'accord, hein, Seydina, cette fois au moins. Vous et Diop, on est d'accord qu'on ne doit pas cracher sur le secteur informel dans notre marche vers l'émergence. Aujourd'hui, on parlera de mondialisation. Voilà, faut-il se réjouir en tant qu'Africain? Est-ce que l'Afrique a quelque chose à amener dans ce grand concept ou dans ce grand concept de mondialisation? Ou est-ce qu'il faut d'abord affermir ou raffermir l'unité de l'entité Afrique? Patrick Ndiaye, vous avez mené quelques recherches par rapport au concept, on vous écoute. Hein? D'accord. Alors, moi, il sera important déjà de donner la définition du mot mondialisation qui était un synonyme du mot globalisation. Alors, tout de suite, il faut dire que le thème de mondialisation désigne le processus d'intégration des marchés qui résulte de la libération des échanges, de l'expansion de la concurrence et des retombées des technologies de l'information et de la communication à l'échelle planétaire. Elle se manifeste par l'interdépendance croissante des économies et l'expansion des échanges et des interactions humaines. Alors, moi, je me suis intéressé surtout à l'historique du mot mondialisation, Mohamed. On utilise ce mot, mais parfois on oublie à quel moment est-ce que ce mot a connu véritablement, sinon cette pratique a eu véritablement de l'ampleur sur notre planète. Alors, il faut dire déjà que par rapport à l'historique, le vocable est certes récent, mais la pratique est très lointaine. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque de l'Empire romain, quand tous les grands puissants empereurs, tous les grands rois comme les Louis XIV parlaient déjà de pouvoir étendre leur royauté au-delà
au-delà de la limite de leur pays, on parlait déjà de mondialisation. Mais ce mot a été véritablement utilisé, sinon la pratique a eu véritablement de l'expansion après la guerre mondiale. On parlait de réorganisation de la vie internationale. C'est en ce moment que véritablement le mot mondialisation a eu tout son sens. Et ici, il faut remarquer que c'est vrai, nous parlons tout de suite de politique, nous parlons tout de suite d'économie quand on parle de mondialisation. Mohamed, il y a plusieurs aspects. Il y a la mondialisation économique, il y a la mondialisation managériale, il y a la mondialisation sociologique. Je ne vais pas les définir tout de suite parce qu'il y aura un élément très intéressant qui vous permettra de comprendre mes propos. D'accord, merci beaucoup. Le temps qu'on cale tous les éléments du côté de la régie pour qu'on puisse comprendre le concept de la mondialisation, Seydina déjà a sa petite idée sur le concept de la mondialisation. Bien sûr. Bon, comme tout temps, hein, moi, Seydina, je pense que la question qui est posée, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou bien il faut, comment on appelle ça, se méfier. Pour moi, il faut se méfier de la mondialisation. Tout à l'heure, on va développer, on aura le temps de développer cela avec les téléspectateurs et aussi avec les internautes. Patrick Ndiakan, vous avez parlé d'un élément tout de suite, sur lequel je disais tantôt, voici un élément de 3 minutes chrono qui vous permettra de comprendre ce que c'est que la mondialisation de nos jours. Fatou, c'est quand tu veux. Les échanges se sont mondialisés à partir du 19e siècle où la révolution technologique s'est accélérée, ainsi que les flux migratoires, de même que les mouvements de capitaux. Au XXe siècle, l'internationalisation des échanges va s'accélérer avec les accords du GATT qui développent le libre-échange fondé sur la spécialisation et les avantages comparatifs. Mais la structure des échanges a bien changé. Désormais, les échanges se feront intra-branches. Désormais, les échanges se font entre pays semblables, entre produits semblables. Voiture américaine vers la France, voiture française vers les États-Unis. Et puis, il y a la division internationale du processus de production. Désormais, ce sont des hommes du monde entier qui vont fabriquer un seul et même produit. Recherche, développement, marketing dans les pays des Nord, ateliers dans les pays des Sud. Les autres échanges qui se développent, ce sont les services, avec l'explosion du tourisme par exemple. Les idées